Et je garde avec moi Sylvain. Merci d'être encore avec moi. Vous avez vu, je vous avais promis que ce serait intéressant et bien en lien avec, enfin, bien en écho avec ce que vous nous disiez en introduction. Et on va enchaîner du coup sur la deuxième table ronde, notre dessert, qui va traiter, hop, je l'affiche dans une minute, qui va traiter du coup des logements. On a parlé du bâtiment tertiaire avec toute sa complexité. Les logements, c'est peut-être moins complexe en termes de typologie, mais pour autant, c'est un enjeu et un levier majeur également. Et on va en parler avec Bénédicte Rillet de la région Occitanie et Denis Muller de l'AREC, que je vais inviter à nous rejoindre sur scène, qui nous parleront pour leur part de l'équivalent de ce que nous a raconté Thierry sur le tertiaire, mais sur le le bâtiment résidentiel, le cahier technique résidentiel qui, lui, est réalisé. J'espère que vous allez arriver. Et également, nous aurons Christophe Bouldoiré qui représente la centrale de financement et qui va venir nous parler du cas particulier des copropriétés, qui sont aussi un enjeu spécifique. Voici donc, bonjour Denis, bonjour Bénédicte. Et Bonjour. Bonjour. Christophe devait arriver, mais bon, ça va, c'est vous qui commencez. Donc, on peut toujours commencer. Merci à vous d'être présents à nous sur cette nouvelle table ronde. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bénédicte, Denis, vous avez donc travaillé, vous, sur le cahier technique pour la partie résidentielle. Thierry en a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez nous raconter également comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cet outil? À quoi il sert et comment ça fonctionne? Bénédicte. Alors, donc, cet outil, comment il fonctionne? Il faut voir que cet outil donc, est une modélisation en fait sous la forme d'un tableur Excel qui a été développé par Thierry. Donc, juste pour le résidentiel, moi j'ai compté le nombre de lignes de calcul. Je pense que Thierry ne l'avait pas fait. Il y a 3000 lignes de calcul uniquement pour le résidentiel. Donc voilà, je vais essayer de dresser du coup un tableau extrêmement rapide, extrêmement simplifié. Donc, en fait, l'idée, c'est tout d'abord de reconstituer la consommation énergétique du résidentiel de la région Occitanie. Et pour cela, on part de la base. Donc, on part du logement. Donc, du parc de logement que l'on va caractériser en fonction de est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, en fonction de son étiquette énergétique. Et ce parc de logement, on va le croiser avec des consommations énergétiques type. On obtient ainsi la consommation du résidentiel de la région Occitanie. Et cette consommation, on va la faire évoluer année par année jusqu'en 2050, donc en fonction d'un certain nombre d'hypothèses d'évolution. Alors, ces hypothèses d'évolution, elles portent sur le nombre de logements, donc au regard de la démographie. Donc ça a été largement souligné. Voilà, Agnès Langevin disait donc 40 000 habitants supplémentaires par an. Voilà. Donc au regard aussi de la composition des ménages, c'est-à-dire combien on est par logement. Donc des hypothèses d'évolution aussi sur la qualité des logements, donc au regard du rythme de rénovation et de la qualité de la rénovation. Et puis des hypothèses aussi sur les consommations types des différents usages au sein d'un logement, c'est-à-dire donc le chauffage, ça on en a parlé, mais aussi l'éclairage, tous les usages spécifiques d'électricité, l'eau chaude sanitaire, la cuisson, la climatisation. Et ainsi, en faisant évoluer donc année par année cette consommation, on obtient la trajectoire région énergie positive pour le résidentiel. Effectivement, et j'ai été peut-être un peu vite parce que je voulais aussi poser la question quand même de en quoi ça consiste. Vous me disiez qu'il y avait cet outil et un cahier en fait PDF. Lui, il existe autant pour le tertiaire, il n'est pas encore finalisé, mais il y a là des outils qui peuvent être consultés, c'est bien ça? C'est ça. Donc, en fait, ce cahier technique résidentiel REPOS, c'est une transcription littérale de la modélisation. Et donc, on y retrouve donc toutes les hypothèses, les résultats, les tirs de simulation. Et en fait, l'intérêt de cet outil, enfin du cahier qui est en forme de texte, mais aussi du tableur de la modélisation, l'intérêt, c'est d'avoir un vrai outil maintenant de connaissance, de suivi de la trajectoire. Donc, en fait, année par année, on peut mettre en perspective les données réelles qui sont observées par l'OREO, l'Observatoire régional de l'énergie d'Occitanie, avec
avec les données simulées et pouvoir analyser les écarts, pouvoir mesurer le chemin parcouru, éventuellement réaliser des ajustements. Complètement. Et du coup, on mettra en lien peut-être dans le chat le lien pour pouvoir aller consulter ces travaux-là. Alors, ok, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et alors, on observe donc des résultats, puisque ce que vous disiez, c'est que c'est à la fois un outil de suivi, quelque part, et un outil d'évaluation. Enfin, il y a un outil d'aide à la décision, un outil de suivi et d'évaluation, et un outil d'aide à la décision. Et donc, c'est les résultats qu'on observe qui alimentent justement ces réflexions-là. Oui, alors au niveau des résultats, là, vous voyez sur une première slide où on voit donc l'évolution des logements. Donc aujourd'hui, en gros, enfin en tout cas sur l'année de départ là, de la simulation, on est à 2 750 000 logements et en 2050, on serait à 3 500 000 logements. Alors maintenant, comment ça se passe dans le modèle? En vert, si on s'intéresse au stock qui est en vert clair, donc là, c'est l'existant qui aujourd'hui est de mauvaise isolation, ou en tout cas de faible isolation, c'est-à-dire on est sur des étiquettes énergétiques CD, E, F, G. Donc, ce stock, on va le rénover. Et à chaque fois qu'on rénove un logement, il sort de ce stock, enfin je parle dans la modélisation, et il part dans le stock des logements déjà rénovés qui est en jaune. Voilà. Donc l'idée, c'est de rénover en gros 1 800 000 logements à horizon 2050, avec pour 94% les passoires énergétiques, donc les étiquettes EFG. Une petite partie qui serait détruite. Alors, j'ai bien entendu le message de Sylvain Grisot, éviter de déconstruire. Après, voilà, vous voyez, c'est le trait violet qui est tout petit. C'est vraiment quand économiquement ou techniquement, c'est pas possible. Et après, donc, il y aurait 60% des logements des étiquettes CD qui seraient rénovés. Et en vert foncé, là, on voit ce qui existe aujourd'hui, qui est plutôt bien isolé, donc étiquette AB, plus toutes les nouvelles constructions qui sont estimées à 780 000 nouveaux logements à horizon 2050 parce que tout simplement, on part du principe que tous les nouveaux arrivants auront un logement. Et là, donc, au niveau des rénovations, il y aurait éventuellement des petites rénovations ponctuelles sur l'existant, parce que d'ici 35 ans, 30 ans, évidemment, il y aura des améliorations à apporter. Sinon, de manière générale, au niveau de la rénovation du stock existant, on est plutôt sur des niveaux soit BBC, soit haute performance, parce que il faut rester réaliste, tout ne pourra pas être BBC. Et donc, il y a une question qui dit, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de construction A et B. Je crois que ça veut plutôt dire qu'il n'y a plus de construction qui soit au-delà de A et B. C'est forcément au moins aussi, voire plus performant que ça. Voilà, on est sur de la construction BBC ou de la construction passive. Là, c'était juste pour distinguer, disons, que le stock qui méritait une rénovation lourde du stock qui mérite plus des améliorations ponctuelles. Alors, toujours dans les résultats, je vois que vous avez avancé sur les slides. Donc là, on est sur le rythme des rénovations. Donc, on voit qu'on atteindrait 52 000 rénovations à horizon 2030. Donc là, on est en nombre de rénovations, avec à moitié BBC, à moitié haute performance, et avec un pic à 2040 où on atteindrait 75 000 rénovations. Donc, majoritairement BBC, puis un ralentissement. Voilà au niveau du rythme. Et ben voilà, hop. Et peut-être juste, oui, tu veux revenir juste avant de laisser la parole à Denis, par rapport au rythme des rénovations et justement au nombre des rénovations, je voulais faire juste passer un petit message sur l'impact que ça pouvait avoir au niveau socio-économique, parce que ça, c'est quelque chose qui a également été fait, le calcul a été fait, présenté dans le cahier technique, et on estime que toutes ces rénovations, ces 1 800 000 rénovations, engendreraient 2 milliards d'euros d'activité en moyenne par an, et pourraient créer 18 000 emplois. Donc voilà, cet impact économique
et un impact social évidemment, puisque on se débarrasserait des passoires thermiques, donc on pourrait lutter contre la précarité énergétique. Voilà, c'était juste pour finir sur les résultats par rapport au logement. Et peut-être que c'est important, c'est très important de rappeler ça. Et il y a quelques questions sur justement quand même dans ces hypothèses-là, dans ces perspectives, qu'est-ce qui se passe pour les logements qui ne peuvent pas atteindre les niveaux de performance, par exemple les centres très anciens, historiques, patrimoniaux, etc. Est-ce que ça c'est visible dans l'outil ou est-ce que c'est trop fin peut-être pour être Non, c'est visible parce qu'en fait, on ne suppose pas que l'on va rénover 100% de l'existant. Hein. On est sur, voilà, bon, on va dire 80, je crois 94% du EFG et après, on est sur du 60% CD. Et le but est de tendre vers une rénovation haute performance. D'accord. Et du coup, est-ce que, c'est vrai qu'il y a une question, là, elle démarre en 2015, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est peut-être ce que Denis va nous dire aussi. Est-ce qu'à 2021, on a, déjà un peu des retours qui nous permettent de dire que, c'est-à-dire après, on est, dans la bonne projection qui démarre en 2015? C'est Denis qui nous raconte ça ou Ouais. Bénédicte, tu as des éléments de Je vais laisser l'observatoire par rapport à cette question. ça marche. Merci, Alors, Alix. petite Ben, transition. on peut peut-être passer sur la diapo d'après et commencer à regarder du coup des résultats énergétiques sur la demande du résidentiel qui va découler de tout ce qu'a pu présenter Bénédicte juste avant, où on a un parc résidentiel qui va subir tout un tas de modifications, principalement des rénovations, mais on verra après coup qu'il n'y a pas que ça qui va impacter l'évolution de la demande. Donc là, ce qu'on montre à l'écran, c'est l'évolution de la consommation dans le secteur résidentiel entre 2015 et 2050, tel que on obtient via la modélisation de l'outil. On a une baisse entre ces deux dates de 35% de la consommation, sachant qu'en parallèle, la population augmente, tel que c'est projeté et tel qu'on l'observe actuellement, quand même d'environ 20% entre ces deux dates. Donc, c'est pas rien. Cette baisse de la demande, on voit qu'elle est d'abord assez faible sur les premières années jusqu'à 2020-2022. Et ensuite, avec l'augmentation du programme de rénovation et du rythme du programme de rénovation qu'a présenté Bénédicte, elle devient de plus en plus importante. Donc, à partir de 2025 jusqu'à 2050, on a, ce qui est modélisé par l'outil en tout cas, c'est une baisse moyenne de 1,2% par an de la demande. La baisse des consommations, elle est, on va dire, drivée par des gains d'efficacité énergétique sur le poste de consommation du chauffage qu'on va réussir à obtenir en améliorant la performance et l'isolation du bâti. Mais l'outil simule aussi des gains de performance sur les autres usages, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la cuisson, que ce soit par des changements d'équipement moins énergivores ou des changements de vecteurs énergétiques. On pourra regarder par la suite. Ouais, peut-être qu'on peut passer à la suite. Donc là, ce qu'on montre maintenant, c'est l'évolution de la consommation d'énergie du secteur résidentiel toujours par vecteur énergétique. Donc on a les mêmes vecteurs énergétiques qui ont été présentés par Thierry Salomon pour le tertiaire. Ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours l'électricité qui reste le vecteur énergétique prépondérant dans le résidentiel. Il baisse, mais sa part en 2050 est plus importante qu'actuellement. Actuellement, il y a à peu près 40% des consommations du résidentiel qui sont de l'électricité. En 2050, ce sera quasiment 50%. Donc ça baisse parce qu'on a un gain d'efficacité de consommation sur le parc global. Qu'est-ce qu'on a comme autre redistribution intéressante? On a tout ce qui est combustible liquide, donc le fuel, le mazout et le GPL, qui décroît fortement. Un facteur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais d'un facteur 12 de mémoire. Donc on passe de 7 TWh en 2015 à moins de 1 TWh. Il reste un peu de GPL.
dans une logique du coup de conversion de vecteurs énergétiques, de faire basculer ces vecteurs énergétiques fossiles vers des vecteurs énergétiques moins carbonés ou renouvelables. On a le gaz qui est réduit également avec l'objectif de REPOS qui est de conserver du gaz en 2050, mais majoritairement du gaz renouvelable. Et après, on voit du coup en contrepartie une forte progression de tout ce qui est chaleur prise sur l'environnement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire plus de pompes à chaleur dans lequel on a modélisé dans cet outil. Pas que la consommation électrique des pompes à chaleur, mais la chaleur prise sur l'environnement. Et aussi un peu de solaire thermique. Voilà un petit peu. Donc finalement, on parle beaucoup de REPOS en termes de baisse de consommation, mais derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une redistribution des vecteurs énergétiques. Donc il y a un gain positif, évidemment, qui en plus est décuplé sur les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Et sur cette diapo, vous nous présentez finalement on va dire les impacts différenciés des choix qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce que ça donne à la fin en termes de consommation de chauffage. Est-ce que vous pouvez commenter ça? Oui, donc c'est un peu plus complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Qu'est-ce qu'on voit sur cette diapo? On voit tout à gauche le 0,0 qui est en fait un tir de simulation référence où on simule la consommation en 2050 du secteur résidentiel si on ne met en place aucune action d'efficacité énergétique. Donc on ne fait pas d'amélioration ponctuelle, c'est-à-dire des gains de quelques pourcents en changeant des équipements, en simulant qu'on a des équipements de régulation, par exemple du chauffage, du confort intérieur. On a les autres améliorations ponctuelles, ça peut être des changements de fenêtres, etc. Donc on simule qu'on n'a pas ce type d'amélioration ponctuelle. On simule qu'on ne fait pas de rénovation, aucune, de la performance du bâti, qu'elle soit BBC ou un niveau un peu inférieur qu'on a qualifié de performant. Et on ne sort pas du parc, on n'a pas de démolition, on ne sort pas du parc les bâtiments les plus énergivores qu'on a considérés comme pas possible de les rénover, en tout cas pas possible d'atteindre un niveau de performance suffisant en les rénovant. Donc on a ce premier tir de simulation-là, qui est celui qui s'appelle aucune action, si vous voyez, où on simule une consommation en 2050 du parc résidentiel quand on fait en tout cas rien en termes d'efficacité énergétique. Et derrière, on essaye de regarder sur les différentes actions d'efficacité énergétique qu'on peut implémenter sur ce parc-là, quel gain on a en termes de baisse de consommation d'énergie en terawattheure par rapport à ce scénario-là qui est un peu le scénario le pire. Dans ce scénario-là, on conserve un parc de façon très énergivore en 2050. On voit au centre 3 tirs de simulation où on a tantôt simulé uniquement les démolitions, donc on sort uniquement du parc les logements les plus énergivores. Ensuite, on réalise uniquement les améliorations ponctuelles, donc des rénovations très légères. On va, comme je disais, changer une fenêtre, mettre de la régulation du chauffage, changer des équipements énergétiques vers des équipements moins énergivores. Et le troisième tir de simulation au centre de ce graphique, on cumule les démolitions et les améliorations ponctuelles. Donc on voit qu'on arrive à des gains d'efficacité énergétique, mais qui ne sont pas encore dans les clous de ce qu'on cherche à atteindre avec REPOS. Et enfin, les deux derniers à droite, dans le jaune là sur l'écran, on simule qu'est-ce qui se passe si on implémente dans la totalité le programme de rénovation au niveau BBC et au niveau performant, donc toutes les rénovations que présente Bénédicte dans les courbes. Par contre, on ne fait pas d'amélioration ponctuelle en parallèle et on ne sort pas du parc le plus énergivore. Donc là, on a quand même un gros gain d'efficacité énergétique de consommation totale, mais pas encore dans les clous de REPOS. Et on voit que le dernier tir de simulation à droite, c'est ce qu'on obtient par rapport au tir de simulation aucune action dans le cadre de REPOS. Donc, dans le cadre de REPOS, on a certes toutes les rénovations vers le niveau BBC performant, mais en parallèle, on a des gains énergétiques qu'on va chercher avec toutes les petites opérations que j'ai pu parler. Et on sort aussi du parc quelques logements qu'on considère pas possible de rénover à des niveaux de performance suffisants et trop énergivores. Voilà. Alors,
Ouais, allez-y, je me souvenir. Après, on a plein de questions. Bah, juste pour dire, on voit que Repos, c'est quand même pas que de la rénovation, c'est essentiellement la rénovation, c'est le plus gros impact, mais c'est aussi un ensemble d'actions qu'il faut mener en parallèle pour atteindre les gains d'efficacité énergétique qu'on souhaite et les conversions de vecteurs énergétiques qui sont souhaitables. Mmh. Peut-être avant de prendre, de prendre des questions, vous avez 2 dernières diapos pour expliquer déjà si on ne maintient pas le rythme, si on n'atteint pas le rythme de simulation, qu'est-ce qui se passe et comment on se situe par rapport à la trajectoire REPOS? C'est Bénédicte ou c'est Denis? C'est Denis? Non, c'est Bénédicte Je peux que j'entends plus. intervenir, mais sinon C'est que Bénédicte, on n'entendait plus. Ah, mais je crois que son micro est coupé. Ça y est. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, j'ai eu mon petit moment D'accord. de solitude. Pardon, c'est Pas de souci. mon micro qui m'a fait une blague. Donc je disais, voilà, on va vous présenter là, je vous présente un tir de simulation. Donc en fait, comme l'expliquait tout à l'heure Thierry, donc un tir de simulation, c'est on fait varier donc une hypothèse et toute chose égale par ailleurs, on regarde le résultat. Donc là, on s'est amusé à faire varier le rythme de rénovation et on voit donc si, alors au départ, si on rénove tout, on est région à énergie positive. Donc, c'est ce que l'on voit avec le 100% réalisé. Si on rénove la moitié, on est à ce moment-là, donc au lieu de rénover 1 800 000 logements, on en rénove 900 000. Donc, on serait 18%. La consommation du résidentiel en Occitanie en 2050 serait 18% au-dessus de ce qu'elle aurait été en étant REPOS, avec l'objectif REPOS. Si maintenant on ne rénove rien, eh bien, à ce moment-là, la consommation du secteur résidentiel serait 36% au-dessus de notre objectif région énergie positive. Donc, en fait, on voit avec cette simulation à quel point les rénovations sont au cœur de l'atteinte des objectifs région à énergie positive pour le résidentiel. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la région a mis en place tout un programme opérationnel, voilà, ambitieux en matière de rénovation pour répondre pour atteindre notre objectif. Mais là, j'empiète sur la présentation suivante. Et du coup, pour finaliser cet échange-là, parmi les tirs de simulation, vous aviez envie de nous partager un des tirs qui vous avait paru intéressant ou interpellant, qui permettait d'objectiver qu'au-delà des aspects techniques, justement, ce qu'on dit depuis le début, il y a une dimension aussi sociologique quelque part, qui est amenée par cette réflexion sur la trajectoire REPOS et par cet outil. Oui, j'ai bien rallumé mon micro. Oui, juste, j'ai vu quelques questions passer dans le fil de discussion. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, j'en ai vu quelques-unes, j'essaie de répondre. Donc, qu'est-ce que le tout dont parlait Bénédicte? C'est bien le tout, c'est le programme de rénovation de REPOS, c'est-à-dire les 52, les 42 000 rénovations par an. Je me mélange dans les chiffres là, mais c'est pas tous les logements. C'est le programme de rénovation qui permet de rénover 95% des CDEFG, des bâtiments de classe CDEFG, et à peu près 60% des classes CED. C'est pas rénover tous les bâtiments. Ce qui permet de répondre aussi à une question, est-ce qu'on parle de nombre de logements rénovés par an ou au total? Par an, c'est 52 000 jusqu'en 2030, c'est ça? C'est 52 000 en 2030 et un pic à 75 000 en 2040. C'est ça. Et donc ça croît entre les dates. Et ça, c'est des rénovations par an. Voilà, c'est par an, ouais. Voilà. On parle bien en énergie, on parle tout ce qu'on présente là, c'est en énergie finale, pas en énergie primaire. Ok. Et du coup, juste avant d'aborder le tir de simulation, la question auquel j'ai partiellement répondu, c'est à quel point on est dans les clous ou non par rapport à 2021. Justement, ça fait partie de tout ce qu'on présente là. L'outil, il est utile parce qu'il permet d'abord d'avoir fait recoller et mis en cohérence la trajectoire qu'il y avait dans les versions 1 et 2 du scénario REPOS avec maintenant un ensemble de transformations qui paraissent possibles mais envisageables. Donc, ça permet de comprendre quels sont les moyens à mettre en œuvre pour arriver aux ambitions. Derrière,
C'est aussi un outil dont on se saisit côté observatoire pour suivre année après année, est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on dévie. Donc on recalibre et on réévalue chaque année en fonction des derniers bilans de l'observatoire, où est-ce qu'on est par rapport à la trajectoire imaginée, et on essaye de se saisir de toute la finesse de l'outil et donc des moyens mis en œuvre pour recaler la trajectoire par rapport à, c'est pas juste est-ce qu'on a consommé plus ou moins que ce qu'avait prévu la trajectoire, mais est-ce qu'on a rénové autant qu'il fallait, est-ce que ce qu'on a rénové, c'était à un niveau suffisant ou non, etc. Donc il y a ce travail-là qui se construit, ça veut dire aller chercher des données qui sont pas encore très accessibles et tout à l'heure accessibles, mais c'est bien comme ça que l'outil doit vivre pour petit à petit recaler le réel et l'objectif. Ce que je dis, c'est que c'est un peu tôt, mais c'est que plus on va avancer, plus on aura de la donnée, plus ça permettra d'être. C'est ça, et on commence à en avoir, mais par exemple, on sait que maintenant, il faut réussir à aller de plus en plus sur essayer de suivre le nombre de rénovations et la performance moyenne ou cible de ces rénovations, et c'est quelque chose vers lequel on tend. Et du coup, pour finir, l'outil il est aussi intéressant pour évaluer l'efficacité relative des différentes actions qu'on peut mener. C'est là que les tirs de simulation sont intéressants. Donc là, le tir de simulation qu'on présente, il met en perspective aussi tout ce qu'on regarde. On parle beaucoup de changer d'équipement énergétique, rénover l'enveloppe, mais il y a des aspects d'efficacité énergétique qui sont plus sociodémographiques. Donc là, ce qu'on a essayé de simuler, c'est le taux de cohabitation, c'est-à-dire le nombre de personnes par ménage. En 2015, en Occitanie, on était à 2,11 personnes par ménage en moyenne. On est sur une tendance à la décohabitation, c'est-à-dire à réduire ce nombre de personnes par ménage. Donc, dans le scénario REPOS qui est simulé, on a simulé cette tendance-là avec un taux de cohabitation qui va passer de 2015 à 2,11 personnes par ménage. En 2050, à 2 personnes. Et on a essayé de regarder qu'est-ce que ça donnait en termes de consommation énergétique si on allait encore plus loin dans la décohabitation, donc encore moins de personnes par ménage. Donc c'est le tir de simulation tout en bas, ou si on passe de 2,11 personnes à 1,8, on augmente de 7% la consommation énergétique parce qu'il faut plus de logements pour loger tout le monde. Et au contraire, si on reste au même taux actuel de cohabitation dans les ménages, ou si on a une forte cohabitation. Et on voit que c'est des gains ou des pertes d'efficacité énergétique qui sont quand même pas significatives à l'échelle du secteur résidentiel. On peut aller jusqu'à moins 12% si on arrive à faire cohabiter plus de personnes dans le même ménage. Donc ça veut dire que des politiques socio-démographiques sur faire cohabiter les personnes âgées avec les étudiants, c'est aussi des moyens d'aller chercher des gains d'efficacité énergétique plutôt que qui peuvent être mises en parallèle et s'additionner à des programmes de rénovation. Donc, vive les colocs, vive l'habitat partagé et collaboratif. Le lien social peut aussi aider à faire de la réduction de consommation d'énergie, quoi. C'est ça, et ça montre aussi que c'est un secteur qui est plus complexe que juste des problématiques énergétiques, et il faut mettre autour de la table plus de monde que simplement des énergéticiens. Bien sûr. Merci pour ce point. Il y a quand même une ou deux questions techniques. Alors, vous me direz si c'est peut-être aussi bien de répondre dans le chat, si c'est simple à faire, mais qui avait en plus l'air de faire réagir. Il y avait cette question, vous parlez d'une baisse d'électricité, mais en même temps, il y a une demande en augmentation sur les packs. Est-ce qu'il y a un paradoxe quelque part? Et la question derrière était, est-ce que vous avez inclus les voitures électriques dans vos tableurs? Mais il me semble savoir qu'il y a un autre cahier technique mobilité, c'est ça, et que ce sera peut-être plutôt le sujet de ce cahier technique-là? Oui, il y a un travail cette année sur 3 secteurs, donc le résidentiel et le tertiaire qu'on a présenté là. Il y en aura un sur la mobilité. Donc là, c'est à ce niveau-là qu'on modélisera et qu'on évaluera la consommation des transports, et notamment des véhicules particuliers dans lesquels il y aura une part de véhicules électriques. Ça marche. Alors, il y avait une question sur l'utilisation du biométhane en injection, des projections qui sont faites là-dessus. Je ne sais pas si là, c'est le sujet ou pas.
Je vous avoue, il y a parfois des questions, je les ai relues 3 fois en disant: «Je suis pas sûre de la comprendre». Donc vous m'excusez Non, si je mais l'interprète mal. Oui. la question du biométhane, en fait, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est abordé plus sur le volet production de régions à énergie positive. Mmh. Donc, l'idée étant, comme ça a été dit par Denis ou Thierry, je ne me souviens plus exactement, mais l'idée, c'est, en tout cas, dans le logement, le gaz qui sera utilisé, c'est plutôt du gaz Mmh. renouvelable. Mais de manière générale, l'objectif de région à énergie positive, c'est que la consommation de gaz soit essentiellement en grande partie produite au niveau régional à Mmh. partir de sources renouvelables. Oui, que ce soit Voilà, biométhane ou autre. D'accord. que ce soit par méthanisation ou d'autres. Mmh. OK, merci pour cette précision. Et puis on a pas mal de retours aussi qui nous disent, que, bah, qu'il y a des solutions quoi, que c'est pareil, que c'est complexe et cetera. On a même, voilà, en gros dans le Tarn, on y arrive, à rénover même si c'est hors bâtiment très, très complexe et tout. Aujourd'hui, on a le savoir-faire, on a la technique, donc c'est plutôt encourageant. Et puis il y a pas mal d'échanges aussi qui se font entre participants, donc parfait, vous pouvez aussi tous les lire, donc je les commente pas, c'est pas nécessaire. Et je propose d'écouter du coup Christophe, parce que comme vous le disiez dans les propos préalables, Bénédicte et Denis, c'est super, c'est hyper utile cet outil, ça va vraiment nous aider dans les années à venir. Pour autant, on est à une échelle très macro et ça fonctionne et ça a du sens cet outil-là que si c'est associé quelque part et lié à des échelles plus micro, à du concret, comme ce que va nous proposer comme témoignage Christophe Bouldoiré, qui donc avec la centrale de financement vous accompagnez en particulier les copropriétés dans leurs projets de travaux. Et ce que vous aviez évoqué pendant des échanges préalables, c'est que bah, c'est pas parce qu'on a les bons outils financiers, enfin on va parler des outils financiers qui existent parce que c'est toujours une vraie question, mais on va parler aussi du fait que c'est pas l'alpha et l'oméga et que derrière il y a aussi des manières de faire pour que ça fonctionne. Oui, Alors on vous écoute. d'accord, merci. On va écouter, d'abord le débat est très intéressant. C'est vrai que ce qu'on en voit et ce qu'on écoute au travers de ce qui a été dit depuis ce matin, c'est qu'il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a de l'ambition et notamment les objectifs eux-mêmes sont très ambitieux pour la région pour rénover de façon importante, je dirais, les logements sur la région Occitanie. En premier lieu, la centrale de financement est un courtier, mais nous sommes surtout les seuls spécialisés dans le financement collectif. Alors, c'est lié à un historique qui est le mien et qui fait que je suis l'ancien patron du crédit foncier en charge des prêts collectifs pendant de nombreuses années. Et donc, du coup, la première réflexion que nous avons, c'est qu'au travers de tout ce qui est ambitieux et macro, celui qui décide à l'arrivée, c'est le copropriétaire lui-même ou le propriétaire. Et pourquoi il décide positivement ou des fois il bloque sur la mise en place de la rénovation énergétique, voire de travaux importants, c'est que derrière, toute opération, c'est avant tout de la finance. Et à partir du moment où on lui parle rénovation, dans sa tête, il y a une association d'idées qui fait que ça coûte cher. Donc, à partir de là, il faut emmener une démystification et remettre un petit peu en perspective, j'irai cet ensemble collectif et le ramener au particulier qui est celui qui décide à la fin de faire ou de ne pas faire. Au travers de toutes nos idées que nous avons ensemble et qui sont pour améliorer notre échelle de l'univers. Et après, l'univers de la personne n'est pas obligatoirement le même quand il se retourne à chaque fois. Alors, en premier lieu, pourquoi nous, on a porté un regard encore plus précis sur la copropriété? Alors, c'est vrai que automatiquement, la rénovation, elle est très importante sur la maison individuelle. Mais la copropriété est un élément où les gens sont accompagnés. D'abord, il y a des décideurs et puis il y a des gens qui sont là et qui les accompagnent, notamment au niveau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le syndic par lui-même, déjà, est un accompagnant. Le conseil syndical en est un second. Et après, autour de tout ceci, vous y faites greffer des AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, qui ont une capacité à emmener une réflexion sur l'amélioration du bâti. Alors, c'est vrai que ça permet de rassurer un collectif, parce que ça permet d'échanger. Maintenant, rassurer un collectif, ça ne suffit pas. Et puis, quand on intervient sur une rénovation d'une copropriété, le travail est important, mais le résultat est souvent à la hauteur. Quand on parle de rénovation énergétique importante, on parle souvent de copropriétés, notamment dans la région, il y en a beaucoup, qui sont de 80, 200, voire 600 logements. Et dès qu'on est sur une partie comme celle-ci, la complexité, si vous faites rénover, je vais prendre des exemples en tête, puisque nous en avons plusieurs actuellement, 200 logements,
c'est tout de suite avec une rénovation énergétique, avec de l'ITE, donc c'est l'isolation thermique par l'extérieur, avec modification des doubles fenêtres et autres sujets, on est sur des chiffres à 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Et le copropriétaire, dans sa tête, avant d'en arriver à sa quote-part, il entend les chiffres qui sont importants, 2, 3, 4, 5 millions. Ce n'est pas pour lui, mais c'est un premier frein. Derrière, il faut des outils. Il faut des outils, et la région Occitanie, à travers l'AREC et du tiers financement, a mis en place des outils qui sont à la fois qualitatifs, mais surtout très ambitieux, puisqu'ils ont permis à la région de créer une structure, je vais appeler ça bancaire pour ne pas être trop vulgaire dans les propos, mais en clair, ils ont mis en place un outil de prêt. Et pour les gens qui maîtrisent un petit peu le financement sur les prêts collectifs, il existe 2 établissements bancaires, et la région vient de se doter d'être le 3e établissement financier permettant d'accompagner gérer cette rénovation. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que pour un syndic, une copropriété, un copropriétaire, on a le choix. On a le choix de l'offre, ce qui est magnifique. Et là, à partir de là, quand on a le choix, on peut automatiquement accélérer la mise en place, gérer les financements. Au travers des différents sujets, il existe des offres financières qui sont portées par la Caisse d'épargne, pour parler que d'eux, et Domofinance, qui est une filiale de la banque de la BNP. Mais le tiers financement lui-même propose une offre intéressante, puisque derrière, on est dans un prêt collectif. Alors, un prêt collectif, j'y viendrai un petit peu en aparté après, mais elle permet de démystifier le financement, et elle permet surtout de faire venir des gens qui ont peur du financement pour des raisons très simples. Quand vous avez plus de 60 ans, aujourd'hui, quand on vous parle de rénovation énergétique sur votre bâti, vous dites c'est gentil, mais si j'ai une quote-part de 20 000 euros à payer, je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas d'économie, j'ai ma petite retraite et je ne peux pas avoir accès au crédit, parce que ne pas avoir accès au crédit, c'est un vrai sujet. L'intérêt d'un prêt collectif, quel que soit l'établissement, et notamment ce qu'a mis en place l'AREC, fait que derrière, votre âge n'est pas un frein. Vous avez 65, 70 ans, 75 ans, vous rentrez automatiquement dans la mise en place d'un prêt collectif. Et ça, c'est rassurant. Après, derrière, les gens nous expliquent, mais un prêt collectif, c'est bien, mais il faut le rembourser. Ouais. L'avantage, c'est que les durées vont de 5 ans à 22 ans, ce qui permet aussi d'étaler la charge plutôt que de l'avoir en une fois à payer. Ça aussi, c'est très important. Donc ça, tout ceci, je le vois au travers des questions qui sont sur la droite, n'est pas incompatible avec les subventions, puisqu'au contraire, c'est un complément très fort, puisque d'un côté, je vais prendre un exemple pour que chacun comprenne bien, nous sommes dans une rénovation énergétique avec 200 appartements à rénover, avec de l'ITE en isolation thermique par l'extérieur. Première solution, vous décidez de faire juste un ravalement simple, on va être sur un coût qui va être de l'ordre de 600 000 euros. Vous décidez d'aller un peu plus loin parce que vous voulez améliorer le bâti. Donc, vous faites une isolation thermique, vous faites automatiquement une étanchéité, vous refaites le chauffage intérieur, vous faites des doubles vitrages, vous arrivez à 2 millions. La région et l'État accompagnent avec des subventions importantes qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 50%, subventions collectives et individuelles. Donc, d'accord. Et en plus, vous avez des conditions financières qui sont plus qu'intéressantes, puisque vous pouvez bénéficier du prêt de l'AREC, mais également de prêts à taux zéro qui viendraient s'annexer ou se compléter de l'opération. Donc, ça, c'est très important. Pour autant, donc, quand on est dans les bons outils, quand on est en prise de décision lors d'assemblée générale ou quand il s'agit, bien entendu, de valoriser le travail de l'énergie, très souvent, on fait une erreur. La première erreur, c'est d'expliquer aux gens que le prêt, quelque part, ou la rénovation énergétique du bien va être compensé par le gain énergétique lié au chauffage. En effet, il y a un gain énergétique lié au chauffage, on vient de l'entendre depuis tout à l'heure, et c'est clair qu'il est présent. Mais dans la tête des gens, il faut le détacher. Il faut le détacher parce que la prise de décision ne se fera pas là-dessus. Parce que d'abord, les gens font des confusions entre le gain en électricité et le gain de la part chauffage sur la note électricité. Donc ça, c'est un premier point. Donc, il faut les ramener sur leur habitat et l'environnement de leur habitat. Un, c'est la valorisation du patrimoine. Je n'irai pas remettre, ça c'est un premier point. Deux, c'est le confort de vie, bien sûr, qui leur permet d'être là au quotidien. Et puis, le troisième point, qui n'est quand même pas à négliger, c'est qu'on entend parler aujourd'hui de nouvelles constructions avec des normes qui sont de plus en plus ambitieuses pour arriver bientôt sur le logement passif, même positif. Ça veut dire que c'est même lui qui va régénérer de l'énergie. Et automatiquement, le bien que vous avez en cœur de ville, qui date des années 50-60, magnifique sur les volumes, mais énergivore.
Donc derrière, à partir du moment où vous refaites de la rénovation énergétique sur ce bâti-là, ça vous emmène à une copropriété qui a de l'espace et en plus se rapproche des nouvelles normes énergétiques que gérer du bâti. Donc ça, c'est très important. Donc en clair, aujourd'hui, faire un financement, ça permet de répondre, je dirais, à ces programmes ambitieux qui sont aujourd'hui de rendre notre parc immobilier moins énergivore et surtout de le ramener sur un axe plus intéressant pour les copropriétaires. Et comme je l'entendais tout à l'heure, on parle éventuellement de construction, mais on est aussi sur l'étalement urbain. Et aujourd'hui, si on veut gagner sur la qualité de notre vie, il faut éviter aussi cet étalement urbain. Donc, il faut rénover nos cœurs de ville. Et la rénovation des cœurs de ville, ça permet aussi de recentrer un petit peu tout ceci, et notamment au travers des écoles. Éviter d'avoir 3 voitures quand on est à l'extérieur. Vous en avez 2 pour la famille, la 3e pour l'enfant. Donc, on parle du bâti, mais on ne parle pas que la pollution est aussi un autre phénomène. Et à partir où on crée de la rénovation et on donne les armes pour se battre, et aujourd'hui, la région, et je le dis avec une grande transparence pour avoir fait ce métier pendant de nombreuses années, est sans doute la région de France la mieux armée pour accompagner la rénovation énergétique du bâti. Donc voilà un petit peu ce que je voulais expliquer au travers de tout ceci. Et maintenant, je réponds à des questions, bien entendu, s'il y a lieu. Mais nous sommes armés pour pouvoir répondre, je dirais, à ce programme ambitieux et atteindre rapidement les chiffres attendus. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est intéressant aussi à entendre avec, vu que vous avez une expérience aussi au niveau national, de se dire: «OK, on a quand même les outils». Ça su il y a on est pas mal armé, c'est quand même intéressant de bien de le savoir. Dans les questions, effectivement, il y a une question, que se posent souvent les copropriétaires et vous les accompagnants de copropriété sur ces prêts collectifs. Dans le cas d'une vente d'un appartement, est-ce que ça peut être un frein, pour les copropriétaires de prendre un prêt collectif s'il y a une vente derrière? C'est une excellente question parce que c'est la question que l'on me pose systématiquement quand j'interviens en assemblée générale ou en préparation. Le prêt collectif n'est pas un frein, puisque derrière, à partir du moment où le prêt est souscrit, alors techniquement, c'est aussi un gros avantage, c'est que le prêt est souscrit par le syndicat des copropriétaires, mais chacun des copropriétaires est libre ou pas d'adhérer au prêt collectif. C'est pas parce qu'on met un prêt collectif sur une résidence que tout le monde est obligé d'y souscrire. Donc il y a une liberté de souscription, ça c'est un premier point. À partir du moment où on y souscrit, automatiquement, vous avez votre quote-part qui est afférente et le remboursement s'effectue de façon mensuelle, trimestrielle. Et en cas de revente, il y a 2 éléments. Et en cas de revente ou en cas de décès, parce que ça arrive également, en cas de revente, eh bien, ça va dans l'état daté. Donc, du coup, c'est le reste à charge qui reste au niveau de la copropriété. Donc, je prends un exemple. Vous avez souscrit un prêt de 20 000 € pour votre quote-part pour les prêts collectifs. Au bout de 10 ans, vous vendez votre appartement, il vous reste 7 000 - 8 000 € à rembourser. Le notaire, quand il va faire l'état daté, donc ni plus moins la situation au niveau des charges courantes, des charges exceptionnelles restant dues au niveau de la copropriété, automatiquement, l'acquéreur et le vendeur auront l'information sur le capital restant. Et donc, c'est soldé à la vente. Dans le cadre de décès du propriétaire, bien sûr, ça passe dans le passif de la succession. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et comme le prêt est souscrit au travers du syndicat des copropriétaires et que le copropriétaire n'est pas adhérent, il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas d'assurance, pardon. Il n'y a pas d'assurance. Et qui dit pas d'assurance, dit pas de questionnaire. Qui pas de questionnaire, on se retrouve automatiquement sans limite d'âge au niveau de la souscription. OK. OK, donc c'est vraiment pas un frein, ça c'est super. Alors ma question n'a pas été il y a une question qui était venue avant, sur la construction des bâtiments avec une façade ouh là là, on va partir sur des choses assez techniques. Première question aussi quand même, c'est est-ce que nous pourrons avoir les contacts et coordonnées des intervenants? Si vous en avez donné votre accord, alors vous pouvez déjà tout à fait, si vous le souhaitez, mettre vos coordonnées, si vous en avez envie, dans le chat. Et ensuite, je regarde s'il nous manque des questions parce qu'il est midi, donc je ne voudrais pas déborder trop. Je vois qu'il y a des questions assez techniques. Peut-on envisager dans la construction des bâtiments des façades nord avec une certaine isolation et celle exposée sud ou est un autre type d'isolation, par exemple? Ah OK, d'avoir des isolations différenciées entre les façades nord et les façades sud. Oui, je ne vois pas de contre-indication à ça, a priori. Souvent, c'est plus technique qu'une contrainte. Souvent, c'est des problématiques techniques, mais oui. De toute façon, vous savez ce qu'on dit dans le bâtiment, hein, tout est possible, c'est une question de budget après. Maintenant, juste pour le financement, ce qui est très important, l'éco-Prato Zéro et Oui. les prêts de l'AREC sont subordonnés à une amélioration de la performance énergétique. Donc, si une partie seulement est en ITE, en l'occurrence, donc isolée, si Ouais. la performance n'est pas améliorée de façon suffisante,
impossible d'accéder au prêt à taux zéro et au prêt de la REC. Complètement. Sur, la question d'ailleurs, pourquoi certaines banques ne présentent pas les coprêts à taux zéro à leurs clients? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait, l'exercice, l'expérience de prendre un éco-prêt à taux zéro. Si oui, vous saurez que les banquiers, c'est pas non plus c'est un peu une tannée de monter ce genre de truc, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Et puis le fait aussi que les taux sont très bas en ce moment, Ouais. donc c'est peut-être un peu de ça. Je sais pas si vous Ouais. avez des, Alors, il y a deux sujets. éclairages? Il y a deux sujets. Vous avez ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro individuel Mmh. pour les propriétaires. Et dans ces cas-là, chacun peut en bénéficier pour changer ses fenêtres. Aujourd'hui, comme vous venez de l'expliquer, c'est assez complexe. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé notre structure au niveau de la centrale. Et les banques sont très heureuses de nous voir apparaître pour pouvoir les aider dans la mise en place des prêts de type éco-PTZ. Après, Mmh. l'éco-prêt à taux zéro collectif n'est pas distribué par tous les établissements bancaires. Il est limité à 2 établissements bancaires de la place, qui sont la Caisse d'épargne, qui a repris l'ensemble de l'offre du crédit foncier, et une filiale de la BNP qui s'appelle Domo Finance. Ce sont les deux seuls. Voilà. Et donc, la REC, aujourd'hui, se glisse entre les deux en créant sa propre offre, qui est à la fois complémentaire et indépendante. D'accord, très bien. Merci pour ces éclairages. Je pense que, là, si vous avez, parce que des personnes qui sont en copropriété, je suis en train de se dire, de vous googliser pour, pour pouvoir vous écrire sûrement. Je vais laisser mon adresse mail OK? directement dans le chat, comme ça les gens souhaitent me contacter et après je répondrai et je pourrai après avancer par téléphone avec eux s'ils le souhaitent. Ça marche. Je vois, alors il y a peut-être des questions, des remarques que j'ai pas reprises, certaines aussi parce que dans votre propos, vous y avez répondu, spontanément, donc je suis pas, forcément revenue dessus. Surtout, j'ai envie de prendre soin de l'heure et de la promesse que j'ai faite de, terminer, alors ce sera pas à midi pile, mais à midi et quelques minutes, et j'avais envie, bah, voilà, d'appeler, Sylvain Grisot à réagir aussi à tout ce qu'on vient, d'entendre. Cette question de la rénovation des logements, les copros, c'est peut-être un enjeu aussi spécifique sur cette, on a aussi des logements vacants, on a des problématiques, des questionnements d'usage, aussi de multi-usage peut-être de certains espaces dans ces copros. Elles se transforment aussi, enfin, on voit beaucoup d'évolutions là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager aussi pour Bah, conclure un peu cette table je pense ronde? que c'est un exemple. Alors, c'est spécifique, mais en fait, tout est spécifique. Quand on traite la ville existante, les bâtiments existants, et cetera, ben, on est sur des champs complexes, sur lequel il faut inventer des méthodes. Parfois, elles existent en fait, hein, elles existent là chez vous sur des copropriétés. On a des opérateurs aujourd'hui, qui, par exemple, travaillent sur la question de la constructibilité sur les toits, hein, dans des secteurs sur lesquels on peut rajouter de la surface bâtie, sur les toits. Alors, c'est des logements qui sont là et qui sont donc pas ailleurs, pas en périphérie, pas à distance, qui ne génèrent pas de mobilité automobile, mais aussi qui créent de la valeur pour la copropriété, qui permet de financer une réhabilitation globale. Alors, dit comme ça paraît évident. En fait, c'est évidemment éminemment complexe en termes de réglementation, simplement pour arriver à faire, mais évidemment en termes de débat, en termes de mode de financement, mais même aussi en termes de conception, d'ingénierie, et cetera, et cetera. Donc c'est la bonne illustration du fait que, bah, à un moment, si on veut filer vers du vertueux, globalement être à peu près à l'heure sur les enjeux du siècle, il va falloir se coltiner en fait des sujets assez compliqués et Mmh. finalement sortir de la ville industrialisée pour rentrer dans des formes de massification des solutions, mais une massification de solutions artisanales. Ça ne veut pas Mmh. dire qu'on n'a pas des composants industrialisés. Par contre, pour les mettre en œuvre, pour trouver la bonne solution, il va falloir parler, il va falloir reposer la question des besoins. On l'a vu tout à l'heure avec les taux de cohabitation. Bah, finalement, c'est le socle, hein, du nombre de mètres carrés, du nombre de personnes dans le logement, de la localisation du logement, mais aussi arriver à faire projet. Et donc, on a besoin d'hyper spécialistes, hein, pour lire les structures existantes, par exemple, pour faire de l'ITE, etc. Et puis, on a besoin de généralistes qui arrivent à faire parler ces gens-là avec des gens normaux qui, à un moment, signent un engagement, un emprunt sur 20 ans, etc. Arriver à faire projet, c'est ça aussi. Donc, c'est des nouveaux métiers, plein d'opportunités. Merci beaucoup. On pourrait continuer, je pense, longtemps à échanger sur tous ces sujets, mais on va tout de même, à un moment donné, clore. Ça se calme au niveau des questions et je vois que les connexions, redescendent un peu. Je voulais vraiment vous remercier, fortement et chaleureusement, tous d'avoir, répondu à cet appel et d'avoir,
contribuer à ces échanges aussi riches et intéressants de ce matin. Euh, et puis parce que moi, vous savez quoi, ce que j'ai envie de proposer à ceux qui le souhaitent en tout cas, on va lancer une petite activité, un petit sondage qui est un nuage de mots pour savoir. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous repartez finalement les uns et les autres de ce webinaire. Euh, c'est un peu votre météo du jour, quoi. Comment est-ce que vous en repartez? Donc, je vais vous laisser toujours pareil dans le chat. Vous avez possibilité de cliquer sur répondre et donc de marquer. Alors, c'est un mot, je vous le dis. Si vous écrivez je suis très content, vous aurez plusieurs mots qui vont se promener. Les coordonnées du livre, je pense que sur le site dixit.net, vous devriez le trouver. J'ai envie de proposer, moi, pendant que vous répondez, s'ils le souhaitent, en tout cas, à tous les intervenants qui étaient là avec nous, de monter aussi, histoire de pouvoir vous saluer et que tous, donc vous pouvez remonter sur scène, tous ceux qui sont présents dans le back-office en même temps. Et pendant que vous répondez, avant de le regarder, je vous donne quelques dates à retenir sur les semaines et mois qui arrivent. Le 17 juin, vous retrouverez, on va vous mettre très probablement dans pas longtemps le lien dans le chat. Le 17 juin, vous retrouvez une journée Energaia en version digitale. Energaia se passe en fin décembre, début décembre en règle générale. Cette année, ce sera les 8 et 9 décembre que ça se passera à Montpellier. Et cette année, une journée digitale en plus qui se passera le 17 juin avec 6 ateliers thématiques. Plus tôt technique, vous le verrez autour des énergies renouvelables, donc n'hésitez pas à le voir. Merci Solène qui vient de mettre le lien dans le chat. Je vous le redis donc, Energaia qui se passera les 8 et 9 décembre avec les assises régionales de l'énergie, autres rendez-vous annuels de la trajectoire REPOS qui seront le 8 décembre. Enfin, à retenir, les rencontres nationales TEPOS les 29, 30 septembre et 1er octobre qui se passeront à Millau avec Leclerc en pilote du programme et l'organisation par le PNR des Grands Cosses. Et donc, je regarde ce nuage de mots qui s'alimente petit à petit, alors qui disparaît parfois. Vous êtes 54 à avoir répondu. Ah, on a quand même un certain nombre. Le premier qui ressort là, c'est quand même dubitatif. Ben ouais, c'est pas simple. Ça serait intéressant on pourrait continuer à discuter là-dessus. On est aussi intéressé, là je les vois plus, à refaire, d'accord, satisfait, massification, ambitieux, défi, sympa, vertueux, densification, mutualisation. Écoutez, des sujets effectivement à continuer à discuter et sur le débitatif, j'ai envie de réagir en disant continuons à être effectivement, ça appelle à l'humilité, je trouve, et à continuer à travailler sur ces sujets-là. Est-ce que Sylvain Grisou, vous auriez envie de faire, au regard de ce petit nuage de mots, un dernier retour? Ça vous interpelle, ça vous amuse, ça vous... Ouais, je trouve ça très bien. Je pense qu'on en est là. On est au moment où, dans les, j'appelle ça les marches, pour avancer jusqu'au passage à l'acte. On n'est plus au moment où on se pose la question faut-il bouger. On est au moment où on se pose la question de comment on fait. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est à nous d'avancer. C'est pour ça que je parle de pionniers. Il y a souvent des gens qui sont passés devant nous, en fait, sauf qu'on le sait pas. Et c'est là où on retrouve aussi des questions de mise en dialogue comme ce matin, mais aussi de collaboration ou d'ouverture. C'est-à-dire qu'à un moment, les solutions développées par les uns et les autres, à partir du moment où on dit nous on a fait telle et telle erreur, refaites pas, passez pas par ce chemin-là, on connaît déjà la voie, vous pouvez la suivre. Il y a souvent des gens qui sont passés avant nous et partout en France, il y a des gens qui réinventent le fil à couper le beurre. C'est dommage. Donc dialoguons. Merci beaucoup et c'est bien l'enjeu de ce genre de séminaire. Il est 12h10, petit retard de 10 minutes, mais ça reste encore raisonnable. Merci. On a été près de, je n'ai pas regardé toujours, mais on a été au moins 260 sur ce webinaire. Donc voilà, des pionniers peut-être aussi qui sont avec nous. Merci à tous, à vos échanges sur le chat. 270 personnes en moyenne, je vois dans le chat. Et merci à vous tous les intervenants. On vous dit à bientôt, 17 juin en digital si vous le souhaitez, puis en fin septembre et début décembre pour les prochains rendez-vous de REPOS. Merci beaucoup. Merci et au beaucoup. revoir.